Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Edmund Husserl. Depuis que j'ai créé cette chaîne en 2018, je n'ai toujours pas parlé de Husserl. C'est scandaleux. Parce que Husserl, c'est ni plus ni moins que le fondateur d'un des plus grands courants philosophiques du XXe siècle, j'ai nommé la phénoménologie. Alors la phénoménologie, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Je vous ai parlé de la phénoménologie existentielle de Heidegger. Heidegger qui était d'ailleurs le disciple de Husserl, auquel il a succédé comme recteur de l'université de Fribourg. Et donc, quand on parle de phénoménologie, le nom de Husserl nous vient immédiatement à l'esprit, parce que c'est lui qui en est le véritable fondateur, le véritable formalisateur. Et la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de Husserl jusqu'à présent, c'est parce que Husserl est un auteur difficile. Sa pensée est difficile, et la restitution de sa pensée est difficile. Et comme mon but, ce n'est pas de vous parler d'un auteur juste pour pouvoir dire que je vous en ai parlé, mais c'est que vous compreniez ce que dit cet auteur, que vous compreniez concrètement ce qu'il dit, eh bien j'ai pris mon temps. J'ai réfléchi. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le plus simple, c'était de vous parler non pas de la pensée de Husserl en général, d'autant que sa pensée a considérablement évolué au fil du temps. Le Husserl des années 1890 n'est pas le Husserl des années 1930. Donc on ne va pas parler de toute son œuvre, ça n'aurait pas de sens. On va se concentrer sur une partie de son œuvre, et pour ça on va s'appuyer sur son livre L'idée de la phénoménologie, publié en 1907, et qui est en réalité une compilation de 5 conférences données par Husserl cette même année. Alors, pourquoi ce livre en particulier ? Parce que c'est un livre à la fois suffisamment accessible et suffisamment complet pour comprendre les fondements de la phénoménologie de Husserl. Je dis bien les fondements, pas la totalité. Cet épisode, il faut le voir comme une introduction à la pensée de Husserl. Et si l'épisode vous plaît, s'il vous donne envie qu'on aille plus loin la prochaine fois, bien faites-le moi savoir en commentaire et on prévoira un autre épisode. Donc la question qui va nous guider aujourd'hui, ça va être de savoir qu'est-ce que la phénoménologie selon Husserl ? D'où est-ce que ça vient ? À quel problème philosophique est-ce que ça répond ? Et en quoi la phénoménologie de Husserl constitue une rupture par rapport à la manière classique de faire de la philosophie. Donc je vous l'annonce tout de suite, cet épisode va être dense et assez technique. Mais je vais faire mon maximum pour que ce soit le plus clair possible. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois. Alors, on va commencer tranquillement. La première chose qu'on va chercher à comprendre, c'est quel est le problème que Husserl cherche à résoudre. Parce qu'on ne fonde pas un nouveau courant philosophique si on n'a pas un problème à résoudre. Le problème à résoudre, c'est celui de la connaissance. Husserl nous dit, il y a un problème avec la connaissance. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau. La plupart des philosophes ont dit qu'il y avait un problème avec la connaissance. Que ce soit chez Platon, que ce soit chez Descartes, ou que ce soit chez Kant, on trouve l'idée que connaître, c'est pas si évident. Par exemple, chez Platon, connaître, c'était aller au-delà des apparences sensibles. C'était accéder aux idées qui se tiennent en amont des choses. Raison pour laquelle Platon faisait la distinction entre la connaissance et ce qu'il appelait l'opinion. L'opinion, c'est l'ignorance qui se prend pour de la connaissance. Le texte de référence sur cette question étant évidemment l'allégorie de la caverne. Chez Descartes, on avait à peu près le même problème. Le problème de la connaissance sensorielle, qui n'est pas une vraie connaissance, puisque le sensoriel est douteux. Donc Descartes en arrive à la conclusion qu'il faut mettre en doute tout ce qui provient de nos sens, et reconstruire la connaissance sur des bases rationnelles.
Et Kant ira encore plus loin, en disant « la connaissance est limitée, la raison est limitée ». Donc avant de vouloir connaître, il faut commencer par faire la critique de la raison. Donc ça, c'est le point de départ. La connaissance est un problème. On croit connaître, mais quand on creuse, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple. Et c'est là que Husserl va entrer en scène, et qu'il va dire « c'est encore plus compliqué ». C'est encore plus compliqué que tout ce que les philosophes ont dit jusqu'à présent. Parce que, qu'est-ce que les philosophes ont dit jusqu'à présent ? Ils ont dit qu'il fallait se méfier de ce qu'on croyait vrai. Ils ont dit qu'il fallait se méfier des apparences, qu'il fallait se méfier des impressions, qu'il fallait se méfier de la raison. Autrement dit, le problème qu'ils ont identifié par rapport à la connaissance, c'est celui de sa validité. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas identifiée, une chose pourtant fondamentale, c'est-à-dire au fondement de tout le reste, et qui est « qu'est-ce qui me permet d'affirmer que ce que je cherche à connaître existe réellement ?» Qu'est-ce qui me permet d'affirmer que les choses que je cherche à connaître existent en dehors de mon esprit ? Parce que ce qu'on appelle la connaissance, c'est ce qu'il y a dans notre esprit, c'est ce qu'il y a dans notre conscience. Mais comment sait-on que ce qu'il y a dans notre conscience renvoie à quelque chose qui existerait à l'extérieur de notre conscience ? Husserl nous dit, c'est pas évident. Ça nous paraît évident, mais ça ne l'est pas. Ce qui n'est pas évident, c'est la corrélation que nous établissons spontanément entre un contenu de conscience, une perception, une image, une idée, et une réalité objective extérieure à cette conscience. On va prendre un exemple. Là, en ce moment, vous m'écoutez à travers un objet, un appareil, un ordinateur, un smartphone, une tablette. Cet objet, on est bien d'accord que vous ne doutez pas de son existence en dehors de vous, en dehors de votre perception. Si vous préférez, vous ne partez pas du principe que l'objet est seulement dans votre tête. Vous partez du principe qu'il existe physiquement à l'extérieur de vous, et que votre perception, c'est la perception d'un objet réel, d'un objet autonome. Autonome, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi pour exister. Il y a un ordinateur, et votre perception se pose sur cet ordinateur. Mais s'il n'y avait pas votre conscience, ou si votre conscience se détournait de cet objet, l'objet existerait toujours. Il serait toujours là. Eh bien ça, nous dit Husserl, c'est un problème. Dire que l'objet est là, dire qu'il y a quelque chose indépendamment de votre conscience, c'est déjà présupposer quelque chose que rien ne vous permet de présupposer. Parce que, qu'est-ce qui vous fait dire que l'objet existe ? C'est le fait que vous le percevez. C'est le fait que vous pouvez le voir, le toucher, le sentir. Mais tout ça, c'est interne à votre conscience. Ça se passe dans votre conscience. Tout ce que vous le percevez dans votre conscience. Et donc prétendre que ce que votre conscience perçoit existe en dehors de cette même conscience, c'est affirmer quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de prouver. La preuve, c'est que quand vous rêvez, vous percevez aussi des objets. Quand vous rêvez, vous pouvez sentir les objets. Vous pouvez les toucher, les manipuler. Il n'y a aucune différence entre votre expérience de l'objet dans un rêve et votre expérience de l'objet dans la réalité, dans ce que vous présupposez être la réalité. Autrement dit, ce que nous dit Husserl, c'est que l'attitude naturelle, c'est-à-dire l'attitude commune, l'attitude de tout un chacun quand il est face à un objet, c'est de présupposer l'existence objective de l'objet. Et d'ailleurs, vous remarquerez que cette expression est déjà une redondance, puisque objet et objectif, c'est le même mot. L'objet, c'est ce qui existe objectivement, par définition. Eh bien, ce que nous dit Husserl,
c'est que cette existence objective de l'objet, cet objet comme quelque chose qui existerait à l'extérieur de notre conscience, et sur laquelle notre conscience ne ferait que se poser, c'est tout sauf une évidence. C'est un parti pris. C'est une croyance. Une croyance érigée en fait objectif. Et c'est pour ça que Husserl parle d'attitude. Parce qu'une attitude, c'est un rapport particulier aux choses. Un rapport possible parmi d'autres rapports possibles. Eh bien, cette attitude-là, nous dit Husserl, il faut la questionner. Elle est problématique. Et faire de la philosophie de manière rigoureuse, ça implique de ne pas considérer comme acquises ou évidentes des choses qui sont problématiques. Donc, si on récapitule, Husserl s'intéresse à la connaissance. Et il constate un problème. Ce problème, ce n'est plus seulement celui de la validité de ma connaissance, ça c'était le problème des anciens philosophes, le problème devient maintenant celui de savoir s'il y a effectivement quelque chose derrière ma connaissance. Je ne peux pas l'affirmer, je ne peux que le présupposer, et cette présupposition doit être questionnée. Je dois questionner la présupposition selon laquelle l'objet de ma conscience existe séparément de ma conscience. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner quelques clés sémantiques. Parce que comprendre Husserl, c'est déjà pas facile, mais si en plus on n'est pas un peu familier de son vocabulaire, ça devient extrêmement compliqué. Donc j'ai parlé d'attitude naturelle. L'attitude naturelle, on vient d'expliquer ce que c'était, c'est l'attitude que nous avons tous face au monde, et qui consiste à présupposer que ce que nous percevons existe. Existe, sous-entendu, indépendamment de nous, indépendamment de notre conscience qui perçoit ces objets. Ça nous amène à un deuxième terme, à savoir l'objectivité. L'objectivité chez Husserl, ce n'est pas la neutralité. L'objectivité, c'est le fait d'exister comme objet autonome, comme objet séparé de la conscience. Husserl emploie un autre mot, qui sera d'ailleurs le mot repris par Jean-Paul Sartre, à savoir la transcendance. La transcendance de l'objet. Donc ici, il ne faut pas entendre la transcendance au sens religieux, au sens d'expérience d'un absolu divin, il faut l'entendre au sens étymologique. Transcendant, c'est ce qui vient du dessus. Du dessus de quoi ? De notre conscience. Donc c'est toujours l'idée que l'objet est séparé de notre conscience. Et que pour ainsi dire, il entre en nous. Ce qui correspond à la conception classique de la connaissance. Le monde est là, notre conscience se pose sur le monde, et l'objet entre dans notre conscience. La connaissance, de ce point de vue-là, c'est l'intériorisation des choses extérieures. C'est l'objet en tant qu'il est intégré, en tant qu'il est pour ainsi dire absorbé par notre conscience. Et ça, vous allez voir que c'est une conception que Husserl récuse. Un autre mot du lexique de Husserl, c'est le mot vécu. Vécu de conscience. Alors là, il faut faire très attention. Le vécu chez Husserl, ce n'est pas l'expérience de la vie. Ce n'est pas non plus la pratique dans un domaine. Le vécu, c'est tout ce que vit votre conscience. C'est tout ce qui passe, ou plutôt tout ce qu'il se passe dans votre conscience. Par exemple, une sensation visuelle, une sensation auditive ou olfactive, c'est du vécu. Mais une émotion aussi, c'est du vécu. Une idée, c'est du vécu. Autrement dit, le vécu, c'est tout ce qui traverse votre conscience. Et pour vous faire comprendre cette idée, il y a un moyen très simple. C'est de dire, qu'est-ce qu'il se passe dans votre conscience quand vous percevez un objet ? Il se passe que vous le voyez. Vous le voyez sensoriellement. Mais il se passe aussi que, de façon plus ou moins consciente, plus ou moins subtile, des choses vont venir s'associer à cette vision. Des idées, des sentiments, des jugements, des souvenirs.
Vous regardez le paysage à travers la fenêtre, par exemple un paysage montagneux, vous le voyez, c'est sensoriel, mais en même temps que vous le voyez, vous éprouvez une émotion. C'est beau. Vous imaginez ressentir l'air frais. Et en l'imaginant, vous le ressentez. Vous vous imaginez en train de gravir la montagne, de vous hisser jusqu'à son sommet. Vous imaginez la vue qu'on doit avoir de là-haut. Et vous vous rappelez vos souvenirs d'enfance, quand vous alliez à la montagne chez votre vieille tante. Bref, votre vécu de conscience ne se limite pas à la sensation visuelle de la montagne. Vous faites plus que la voir. Vous la vivez. Vous la vivez intérieurement. Et ça marche pour toutes les perceptions. Vous avez une porte en face de vous, vous l'observez. Vous observez ses lignes, ses renfoncements, ses irrégularités. Vous vous dites, la peinture est abîmée. Elle aurait besoin d'un rafraîchissement. Tiens, il y a un trou de punaise. Qu'est-ce qui a bien pu être affiché sur cette porte? Vous observez la poignée, vous pensez à toutes les mains qui ont dû la toucher, et vous éprouvez un dégoût. Vous vous dites, c'est quand même sale, une poignée de porte. Il paraît qu'au Japon, il y a un fantasme de la poignée de porte. Des hommes qui se masturbent sur des poignées de porte en imaginant toutes les mains qui se sont posées sur elles. Des femmes qui les lèchent. Et inversement. C'est pas banal. Vous voyez, tout ce que je viens de vous décrire, c'est tout ce qui peut traverser votre conscience pendant que vous observez une poignée de porte. Eh bien, c'est tout ça que Husserl appelle le vécu. Le vécu de conscience. Et fondamentalement, entre la perception visuelle de la porte et toutes ces images et toutes ces pensées qui accompagnent la perception visuelle, bien, pour Husserl, il n'y a pas de différence. Parce que tout ça, c'est du vécu. C'est du contenu de conscience. Et la vie, ce n'est que du contenu de conscience. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Bien, il faut en conclure que, pour Husserl, s'il n'y a que du contenu de conscience, s'il n'y a que du vécu, il n'y a pas de raison de différencier le vécu imaginaire, le vécu fictif, c'est-à-dire le vécu dont vous avez conscience d'être l'auteur, par exemple, toutes vos pensées à propos de la poignée de porte. Il n'y a pas de raison de séparer ce vécu-là du vécu sensoriel de la porte, de son observation immédiate et sensible. Parce que ces deux vécus sont tous les deux internes à votre conscience. Il n'y en a pas un qui soit plus interne que l'autre à votre conscience. Je vais le dire brutalement. Tout est dans votre tête. Tout passe par votre tête. L'image de la porte n'est pas moins dans votre conscience que toutes les pensées qui apparaissent dans votre conscience quand vous la regardez. Tout, absolument tout, se trouve dans la conscience. Donc là, on a envie de dire, c'est connu ça en philosophie. Ça s'appelle le solipsisme. C'est quoi le solipsisme? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est l'idée que nous sommes seuls. Solipsisme, solo, ça veut dire seul. Seul dans notre conscience. Autrement dit, qu'il n'y a rien autour de nous. Que la réalité n'existe pas, ou plutôt, que la seule réalité, c'est ce qu'il y a dans notre conscience. C'est la thèse de Matrix, ou du cerveau dans une cuve, Hilary Putnam. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une position philosophique qui a été soutenue dans l'histoire des idées, par quelqu'un comme Berkeley. Berkeley qui disait « La seule réalité, c'est la réalité de la perception subjective. En dehors de la perception subjective, il n'y a rien. » Bon, en réalité, si, il y a autre chose que la perception subjective, il y a Dieu. Pour Berkeley, c'est Dieu qui est à l'origine de nos perceptions. Mais en dehors de Dieu, rien n'existe. Le monde n'existe pas, l'autre n'existe pas. Il n'est qu'une image dans ma conscience. On appelle ça l'idéalisme empiriste.
idéalisme parce que tout est idée, tout est contenu de conscience. Empiriste parce que nos contenus de conscience prennent la forme de perceptions sensibles. Alors, est-ce que c'est ça la position défendue par Husserl, le solipsisme? Eh bien non. Non, parce que dire que le monde n'existe pas, c'est déjà prendre position par rapport à l'existence du monde. C'est déjà un parti pris ontologique, un parti pris sur l'être des choses, en l'occurrence sur le non-être des choses. Or, ce que nous dit Husserl, c'est justement qu'on ne peut rien dire à propos de l'existence du monde. Ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. On n'en sait rien. On ne peut rien en dire. On ne peut rien en dire parce que pour pouvoir dire que le monde existe ou que le monde n'existe pas, il faudrait pouvoir sortir de notre conscience pour aller vérifier si le monde existe à l'extérieur de notre conscience. Or, par définition, on ne connaît du monde que ce que notre conscience nous en dit. Vous voyez, la boucle dans laquelle la conscience est enfermée, et donc dans laquelle la connaissance est enfermée. Du monde, on ne peut rien dire, ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. On ne peut donc pas parler du monde, on ne peut parler que de ce qu'il y a dans notre conscience. Et ça porte un nom, ça s'appelle la phénoménologie. Phénomène, phainomènon en grec, ça veut dire ce qui apparaît. Le monde est phénomène parce que le monde, c'est tout ce qui apparaît à notre conscience. Et ce n'est rien au-delà de ce qui apparaît à notre conscience. Précisément parce que ce qui n'apparaît pas à notre conscience, on ne peut rien en dire. C'est verrouillé. Et donc l'erreur des philosophes, qui est aussi l'erreur des scientifiques, et de tout un chacun, c'est de ne pas avoir tenu compte de ça. C'est de ne pas avoir tenu compte du fait que le monde, c'est en réalité le vécu du monde. Il n'y a que du vécu. Parler du monde comme d'une objectivité, c'est-à-dire comme d'une réalité transcendante, comme d'une réalité existant par soi, c'est vouloir sauter par-dessus sa conscience pour voir ce qu'il y a derrière, sans se rendre compte qu'on a besoin de sa conscience pour voir ce qu'il y a derrière. C'est comme vouloir sauter par-dessus son ombre. Ça ne marche pas. Depuis Galilée, les scientifiques ont fait du monde une réalité indépendante de notre conscience. Une réalité objective, analysable, mathématisable. Tellement mathématisable que le monde en est devenu une abstraction. Pour Husserl, faire de la science comme ça, c'est pas rigoureux. La rigueur scientifique, ça exige de ne pas bâtir des théories sur des présuppositions. Ça exige de parler de ce qu'on sait, pas de ce qu'on ignore. Or, nous ignorons s'il y a effectivement un monde objectif derrière nos perceptions. Et nous savons qu'à chaque fois que nous parlons du monde, nous parlons en réalité de notre vécu du monde. Ce qu'exige la phénoménologie, nous dit Husserl, c'est de revenir aux choses mêmes. Et le retour aux choses mêmes, c'est le retour au vécu. C'est le retour au phénomène. On a dit beaucoup de choses. Et pourtant si peu. Si peu par rapport à tout ce qu'il y a à dire sur la phénoménologie de Husserl. Mais le moment est venu d'accomplir un pas supplémentaire. Ce pas supplémentaire, c'est celui de la méthode phénoménologique. Husserl nous dit « il n'y a que du phénomène ». Il faut donc écarter tout ce qui ne relève pas du phénomène. Qu'est-ce qui ne relève pas du phénomène? Ce qui ne relève pas du phénomène, c'est le monde conçu comme objectivité. C'est le monde conçu comme réalité transcendante en arrière-plan des phénomènes. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la métaphysique de Kant, vous savez que Kant parlait déjà de phénomènes. Il parlait de la réalité phénoménale, qu'il opposait à la réalité nouménale, la chose en soi, qui nous est inconnaissable. Et Kant avait même prévu d'intituler un chapitre de la critique de la raison pure « Phénoménologie ».
Il choisira finalement de l'intituler Esthétique transcendantale. Mais peu importe. Tout ça pour dire qu'avant Husserl, il y a des philosophes qui ont pensé le monde comme phénomène. Mais l'erreur de Kant, ça a été de présupposer l'existence d'une chose en soi derrière les phénomènes. Autrement dit, Kant n'est pas allé assez loin. Ou plutôt, il est allé trop loin en n'allant pas assez loin dans la remise en cause des objectivités. Il a maintenu la présupposition de l'existence d'un monde objectif. La différence entre Kant et Husserl, c'est que pour Husserl, il n'y a que du phénomène. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière le phénomène ? On n'en sait rien. Donc on ne peut rien en dire. Même pas que c'est inconnaissable, comme le fait Kant. Parce que dire que c'est inconnaissable, c'est encore dire que ça existe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec le monde objectif ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la présupposition selon laquelle il y a un monde objectif ? Il faut, nous dit Husserl, la mettre en suspens. La mettre entre parenthèses. Hors circuit. C'est l'expression qu'il emploie. Mettre hors circuit toutes les objectivités. Pas dire qu'elles n'existent pas. Pas dire qu'elles existent. Les neutraliser. Et donc c'est ça la première étape de la méthode phénoménologique, à savoir l'époquer. Époquer, c'est-à-dire suspension. Et suspension, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'en dira rien. On n'en dira rien parce qu'on n'en sait rien. La deuxième étape de la méthode phénoménologique, c'est ce que Husserl appelle la réduction. Alors, c'est quoi la réduction ? Bien en fait, c'est juste le prolongement de la suspension. Une fois qu'on a mis entre parenthèses la présupposition selon laquelle le monde existe, la présupposition selon laquelle il y a une objectivité derrière le phénomène, on se pose la question, qu'est-ce qu'il reste ? Et ce qui reste, Husserl appelle ça une pure vue, une donnée absolue. Une donnée absolue, c'est-à-dire une perception qui n'inclut rien d'autre, qui n'importe rien d'autre. Importer, comme on dit qu'on importe une marchandise, c'est-à-dire qu'on la fait venir de l'extérieur, on n'importe rien d'autre que ce qui se présente à la conscience. Alors, attention, chez Husserl, la vue, ce n'est pas seulement la vue sensorielle. La vue, c'est ce que voit la conscience. C'est le vécu. Et donc une fois qu'on a expurgé le vécu de tout ce qui n'est pas le vécu, et ce qui n'est pas le vécu, c'est la présupposition selon laquelle il y a quelque chose derrière le vécu, une objectivité à laquelle le vécu se rapporte. Une fois qu'on a enlevé ça, ce qu'il reste, c'est le phénomène pur. Et le phénomène pur, c'est la chose elle-même. Revenir aux choses mêmes, c'est revenir au phénomène. Alors ici, il faut dire un mot sur Descartes. Parce que Husserl a été très influencé par Descartes, et si vous avez bien suivi ce qu'on dit depuis tout à l'heure, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a certaines similitudes entre Husserl et Descartes. Que nous dit Descartes ? Descartes nous dit « il faut douter ». Douter de quoi ? De tout, y compris de l'existence du monde. Donc vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez proche de la démarche de Husserl. Une démarche de mise en doute radicale. Sauf que la conclusion à laquelle arrive Descartes, Husserl ne la partage pas. Descartes nous dit « il y a une chose dont je ne peux pas douter. C'est le fait que je pense. Quoi que je pense, quelle que soit la validité ou la non-validité de ma pensée, que le monde existe ou qu'il n'existe pas, il est indubitable que je pense. Cogito ergo sum. » Bien ça, pour Husserl, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon ? Parce que dire « je pense », c'est accrocher un « je », c'est accrocher une entité objective, une entité existant par soi, au phénomène de la pensée. Descartes n'aurait pas dû dire « je pense », il aurait dû dire « penser ».
et eux. Juste penser. Mais dire que c'est je qui pense, c'est ajouter quelque chose au phénomène pensé. En d'autres termes, le pronom je, c'est-à-dire l'existence d'un sujet pensant, c'est encore une présupposition. Descartes présente ça comme une déduction logique, sous-entendu, s'il y a pensée, c'est qu'il y a nécessairement sujet pensant. Pas de pensée sans un sujet qui pense. Eh bien ça, pour Husserl, c'est pas rigoureux. C'est déjà prendre des libertés avec le phénomène. Descartes a encore un pied dans l'attitude naturelle. Ce qui est quand même un comble, puisque jusqu'à Husserl, personne n'était allé aussi loin que Descartes dans la mise en doute de toutes nos présuppositions. Eh bien pour Husserl, Descartes n'est pas allé assez loin. Il n'est pas allé assez loin dans la suspension de toutes les objectivités. Parce qu'il a fait du sujet conscient une objectivité. Alors que la seule chose qui puisse être dite objective, c'est le phénomène. C'est ce qui est perçu, pas la chose qui perçoit. La chose qui perçoit, on n'en sait rien. Et ce n'est pas pour rien que Husserl parle de phénomène pur. Pur, ça veut dire rien d'autre que le phénomène. Rien d'autre que le vécu. Pas même quelqu'un derrière le vécu. Donc pour Husserl, si Descartes n'est pas assez radical, c'est parce qu'il accole un je à l'acte de penser. Alors que si on se fie uniquement à ce qui est effectivement perçu dans l'acte de percevoir, il n'y a pas de je, il n'y a que de la pure vue, du pur phénomène. La corrélation entre le phénomène et un sujet du phénomène, la corrélation entre l'acte de conscience et l'existence d'une conscience individuelle objective, c'est une corrélation qui relève encore de la présupposition, donc de l'attitude naturelle, donc il faut l'écarter. Dans L'étranger d'Albert Camus, il y a un passage à la fin du roman où Meursault est en prison. Il attend d'être exécuté. Et pour passer le temps, il pense. Il imagine. Il imagine son appartement. Il essaye de le visualiser, de visualiser chaque détail. Au début, ça ne lui prend pas beaucoup de temps pour en faire le tour. À peine quelques secondes. Et puis, à force de l'imaginer, il y passe de plus en plus de temps. Des minutes, des heures. Il se représente le moindre relief de chaque mur, la moindre teinte de couleur, le moindre centimètre carré de mobilier. Il est comme absorbé par sa représentation, par sa perception à distance. Il se confond avec sa perception des lieux. Et en se confondant avec sa perception des lieux, ce sont les lieux eux-mêmes qui se confondent avec lui. Il devient les lieux, il devient le monde. Dire qu'il n'y a que du phénomène, dire qu'il n'y a que du vécu, c'est dire que lorsque je perçois quelque chose, ce n'est plus je qui perçois. Je deviens ce que je perçois. À proprement parler, il n'y a plus de je. Il y a ce qui apparaît. À la fin de son livre, Husserl franchit un dernier pas. Rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure. On disait que le phénomène, ce n'est pas juste la perception sensorielle. C'est tout ce qui occupe votre conscience à un moment donné. Les émotions qui se mêlent à la perception font partie du phénomène. Les pensées, les relations, les jugements, tout ça, c'est du phénomène. Parce que ça occupe la conscience. Ça l'occupe au sens où ça la remplit, mais ça l'occupe aussi au sens où ça la mobilise, au sens où c'est l'objet de son activité. La conscience travaille. Elle n'est pas juste un réceptacle qui se contente de recueillir des données. Elle est, selon le mot de Husserl, intentionnalité.
Ça ne veut pas dire que la conscience a une intention au sens de volonté. Ça veut dire qu'elle est toujours tournée vers quelque chose. Elle est toujours affairée à quelque chose. L'intentionnalité de la conscience, c'est le fait que la conscience est toujours conscience de quelque chose. Elle n'est jamais vide. Elle vise des objets. Elle tend vers des objets. Et parmi les objets de la conscience, il y a les opérations de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre conscience vise un objet, par exemple l'objet ordinateur qui est en face de vous, elle vise en même temps ce que vous vous dites à propos de cet ordinateur. Elle vise le rapport que vous établissez entre votre perception et l'objet. C'est un ordinateur. Un ordinateur qui existe indépendamment de ma perception. On a vu depuis tout à l'heure que cette présupposition n'était pas légitime, qu'elle devait être mise en suspens, mise hors circuit. C'est vrai. Mais il n'empêche que, à chaque fois que vous vous dites « il y a un ordinateur derrière ma perception de l'ordinateur », cette présupposition fait partie du phénomène. Elle fait partie de votre vécu de conscience. Husserl écrit « Le se rapporter à l'objet transcendant est un caractère interne du phénomène. Ça a beau être faux, ou plutôt, ça a beau n'être qu'une présupposition qui s'ajoute à la perception pure, il n'empêche que c'est une présupposition qui fait partie du phénomène. Autrement dit, l'établissement d'un rapport entre phénomène et objet est une composante du phénomène, puisque ça occupe ma conscience. Et que tout ce qui occupe ma conscience fait partie du phénomène, y compris ce qui n'est pas correct, y compris ce qui n'est pas rigoureux. Qu'est-ce qui fait aussi partie du phénomène? La généralisation. Je vois un objet rouge, j'en tire la généralité rouge, de laquelle je tire la généralité couleur. C'est encore du phénomène. C'est encore du vécu de conscience. Les généralités, les rapports, les liaisons, les comparaisons apparaissent aussi à la conscience comme des pures vues. Le monde, c'est ce que je vis. Et ce que je vis, ce sont tous mes actes de conscience, aussi indirects, aussi incongrus, aussi improbables soient-ils. Je tombe sur une vieille photo de moi, je me dis, j'étais jeune sur cette photo. C'était une autre époque. Elles sont passées vite, toutes ces années. C'est court, une vie. Et voilà qu'à partir de la perception d'une simple photo, j'en viens à méditer sur la brièveté de la vie. Cette méditation, c'est encore du phénomène, parce que c'est du vécu. J'écoute une chanson, j'ai dans ma conscience le souvenir des notes qui précèdent. Je me mets à penser, heureusement que je me souviens des notes qui précèdent. Sinon, je n'entendrais pas une chanson, j'entendrais une note, un point sonore. Heureusement qu'on a une mémoire. Sans mémoire, pas de durée. Et je me mets à penser au concept de durée, à réfléchir sur la durée. Alors qu'au départ, je voulais juste écouter une chanson. Le phénomène m'a entraîné au-delà de ma sensation. Le phénomène, ce n'est pas seulement ce que vous percevez, c'est tout ce qui accompagne votre perception et qui se trouve là, présent, vivant, sous les yeux de votre conscience. Je cite. Tout vécu intellectuel et tout vécu en général, au moment où il s'accomplit, peut devenir objet d'une vue et saisie pure. Et dans cette vue, il est une donnée absolue. Il est donné comme un être, comme un ceci-là, dont c'est un non-sens de mettre en doute l'existence.
Je peux, il est vrai, me demander de quelle sorte d'être il s'agit là, et quel est le rapport de ce mode d'être avec d'autres modes d'être. Je peux d'autre part me demander ce que la donnée ou la présence signifie ici, et je peux, poussant la réflexion plus loin, amener sous une vue cette vue même dans laquelle cette donnée ou ce mode d'être se constitue. Mais en tout ceci, je me meus continuellement sur un terrain absolu, c'est-à-dire, cette perception est et demeure, tant qu'elle dure, un absolu, un ceci-là, quelque chose qui est en soi-même ce qu'il est, quelque chose sur quoi je peux mesurer comme sur une mesure ultime, ce que être et être donné peut signifier, et ici doit signifier, du moins naturellement pour le type d'être et de présence dont ceci-là est un exemple. Et cela vaut pour toutes les figures spécifiques de pensée, où qu'elles soient données. Mais elles peuvent aussi toutes être des données dans l'imagination. Elles peuvent être quasi présentes devant les yeux, sans pour autant l'être comme présence actuelle, comme perception, jugement, etc., accomplie actuellement. Même alors elles sont, en un certain sens, des données. Elles se trouvent là d'une manière intuitive. Nous ne parlons pas d'elles simplement sous forme d'une indication vague, sous forme d'une visée vide. Nous les voyons et pouvons, en les voyant, saisir par la vue leur essence, leur constitution, leur caractère immanent et ajuster notre discours d'une manière parfaitement adéquate à la plénitude de clarté qui s'offre à la vue. Ceci cependant demandera aussitôt d'être complété par une discussion au sujet du concept de l'essence et de la connaissance de l'essence. En attendant, nous retenons que, dès l'abord, il est possible de désigner une sphère de présence absolue. Et c'est la sphère dont nous avons précisément besoin si notre but, celui d'établir une théorie de la connaissance, doit être possible. En effet, l'obscurité qui enveloppe la connaissance quant à son sens ou à son essence appelle une science de la connaissance. Une science qui ne veut rien d'autre qu'amener la connaissance à une clarté véritable. Elle ne veut pas expliquer la connaissance en tant que fait psychologique. Ce que la critique de la connaissance veut au contraire, c'est élucider, rendre clair, amener à la lumière l'essence de la connaissance, ainsi que la prétention à la validité qui fait partie de son essence. Les amener, c'est bien à quoi cela revient, à une directe présence en personne. Derrière la complexité de la phénoménologie de Husserl, il y a paradoxalement un souci du concret, un souci de la vie concrète. La science a réduit le monde à une abstraction froide, à quelque chose de tellement déconnecté de l'expérience humaine, de l'expérience du quotidien, qu'on ne se sent plus concerné par le monde. Les lois physiques, les équations mathématiques, l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout ça, c'est loin pour nous. Quel est ce monde dans lequel nous vivons et que pourtant nous ne reconnaissons pas dans le portrait qu'en fait la science? Un monde désincarné que nous comprenons et maîtrisons d'autant plus qu'il nous échappe. Peut-être est-ce justement ce pouvoir que nous avons acquis sur le monde, pouvoir de le transformer, pouvoir de l'adapter à nos besoins, à nos désirs, à nos ambitions toujours plus grandes, qui nous a fait oublier que si le monde n'est rien sans nous, nous ne sommes rien sans le monde. Je vous remercie.